Salutations, chers internautes de bonjour, tous que vous trouvez dans tous les coins et les coins du Congo ainsi que du monde entier. La personne que je vais pouvoir recevoir aujourd'hui est habituée à Zali Moutou. Boyeba Kala, vraiment, Azamutu, avant d'aller en Afrique du Sud, c'était une grande autorité, ils allaient à niveau communauté congolaise, ils allaient à niveau politique, ils allaient à niveau ébélé, c'était un analyste aussi politique. Il dirige Congo Paradis, il a dirigé Capi, il a dirigé les Balouba, tous les ressortissants du Kasaï. En fait, les autres, Badnini a écosala dans Congo parce que lui est résident en Afrique du Sud. Je reçois pour vous Bruno Katumba. Bonjour, monsieur Bruno Katumba. Bonjour, Salival. La CPD de la Mounion, tu as Afrique du Sud. Au Kimi Bisson, Afrique du Sud, Kovanda. Une brève présentation dans votre monsieur, peut-être. Ah, Salival. Vous savez, moi, j'ai été un acteur dans la communauté congolaise et un initiateur aussi dans l'organisation des Kassaïens en Afrique du Sud. Dans les années 2008 et 2010, on avait initié une plateforme pour les Kassaïens, mais bon, ça n'avait pas pris feu long feu. Mais pour ceux qui m'ont connu après cette première tentative, j'avais beaucoup évolué avec Capi. Oui. C'est-à-dire qu'en 2010-2011, c'est avec Capi que je sponsorisais certaines activités, non seulement les Kassaïens, mais les activités politiques pour l'UDPS. Oui. J'étais dans la société civile. Donc, mais je travaillais plus pour l'UDPS, donc indirectement, comme un courant d'idées communautaires, mais qui offrait la plateforme pour les politiques congolaises en Afrique du Sud. Donc, après ça, j'ai évolué avec une plateforme plus représentative qui amenait tous les Congolais en discussion ensemble. Donc, Mouvement Congo Paradis. Voilà, parce que là, je travaillais pour mettre les Congolais ensemble. Et je forçais que les Congolais se mettent ensemble et les différents partis politiques se mettent ensemble. Monsieur Bruno Katumba, un businessman, un homme d'affaires, Azali, quand il y a papa Etienne Tshisekedi en 2011, il y a maman qui le roi d'Afrique du Sud, il y a Congolais, l'aéroport, au moment qui va tout plein, on a moto, a sponsorisé qui transport, il y a tout ce monde qui plein, on avec des bis, des centaines de bis. Donc c'est lui qui a sponsorisé des bis. Donc avant même l'arrivée du président Etienne Tshisekedi, donc j'avais des réunions préparatoires parce que l'UDPS Mikoloa va vendre qui vous salake. C'est un peu froid, la froideur moko. Donc l'UDPS dans la Moussa Kibango. Mais malheureusement, donc avec ce que je vis aussi de l'UDPS, je dis que bon, ce sont des choses qu'on a connues avec l'UDPS. Malheureusement, j'avais toujours été mal récompensé et compris. Donc j'étais souvent mal donc introduit auprès des autorités du parti qui m'ont mal connu, complètement ignoré. Bon, écoutez, maintenant, je prends un peu ma responsabilité pour essayer d'agir, de me faire connaître, et surtout dans mes démarches et courants de pensée qui ont beaucoup aidé à la culture, parce que réunir les différents partis politiques, ce n'était pas une chose facile. Je l'ai fait. Et même avant donc Genève, j'ai joué un rôle capital en mobilisant les Congolais, les différents partis politiques pour présenter des requêtes et demandes à la présidence sud-africaine. C'était vraiment des centaines de gens. Et au bureau de l'ANC, donc la permanence de l'ANC, le grand building en ville. Oui. Donc avant ça, donc ça c'est 2018, avant 2018. Mais avant ça, vous savez, il y avait la grande protestation devant la permanence de l'ANC. Oui. En 2011, quand on avait raté la grande marche sur l'écran cité. C'est moi qui avais mobilisé. C'est moi qui avais mobilisé les gens.
Allez-y comprendre. Voilà, j'étais la seule personne qui avait des moyens de communication et des datas à cause des réunions répétitives que j'avais. J'avais les contacts de tout le monde et j'atteignais tout le monde. Donc, quand il y avait des grandes manifestations, c'est moi qui envoyais l'information. Bon, malheureusement, quand le président Etienne Tshisekedi est venu, bon, certains cadres de lui de presse en Afrique n'avaient pas voulu que je voie le président. Pourtant, c'était vous les poumons. C'est vrai, vraiment. Il ne voulait pas que je voie le président. Donc, j'ai connu cette, je peux dire, discrimination, injustice avec notre parti. Mais aujourd'hui, je ne suis pas peut-être totalement en dehors parce que j'avais une certaine reconnaissance quelque part, malgré mes démarches dans la société civile. Bon, on m'avait nommé comme secrétaire chargé à l'organisation dans la fédération de l'UDPS Afrique du Sud. Oui. Poste que j'assume, mais j'ai eu beaucoup de difficultés encore. Beaucoup. Donc, il y a un esprit d'étouffement dans l'UDPS, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, c'est presque partout, même ici à Kinshasa, au Congo. Je vous dis que si on connaît certaines difficultés dans ma communauté, parce que le pouvoir dans biso, entre guillemets, régime où il y a biso tolinganité. Tolinganité vraiment, un débat d'amour à l'obaka et une fois, le bina vivant dans table où il y a Kabila. Tant que bateau ya ozo mona unité bakasi na baswahili. Mais bino baluba, omona bozo ya baluba musuba na kati kuna bapesa ordre. Bakotate. Mais dis-moi un peu, comment vous allez évoluer? C'est ça le mal. Yuboza muto kamba baluba kamba baluba. Mais qu'est-ce que vous dites? Baluba même dans unité. Donc il y a un problème, bon, selon mon expérience, c'est, vous voyez, je suis Moulouba, mais je suis né au Katanga. Je sais. Bon, alors, j'ai souvent fait cette comparaison entre la communauté katangaise et kassaïenne. Il y a trop d'arrogance et d'orgueil dans notre chef. Vous prenez l'exemple du Katanga. Vous aviez des leaders comme Kyungwa Kmwaza et Louis Kalibon. Oui. Et vous avez aussi des leaders comme Kiba Samari. Bon, à côté de Gus Kalibon, parmi donc Kyungwa Kmwaza et Kiba, ce n'étaient pas des universitaires, mais ce sont des gens qui étaient appréciés à leur juste valeur comme leaders, reconnus et soutenus par toutes les classes sociales. Il y a un peu d'orgueil avec les Kazaïs. La même chose n'est pas facile à faire au Kazaïs. Il y a un orgueil, un dédain, il y a un langage surtout ceux qui ont un peu eu la chance de passer sur le banc de l'université, ils sont hautains, très hautains. Alors il y a cette exclusion-là. C'est long parce que bon, il y a cette exclusivité. Le leadership devient une exclusivité de la classe des gens qui ont été à l'université. Et quand vous n'êtes pas de ce groupe-là, ils vous minimisent, ils vous diabolisent. En tout cas, ça, cet esprit, cette tendance, je l'ai vécu plus chez les Kassaïens et que je l'ai observé ailleurs. Donc, il a été un leader qui était au sommet de l'organisation des Kassaïens. J'en ai expérimenté vraiment ces réalités-là. Bon, voilà, malheureusement, ce sont ces réalités qui ont tendance aussi à caractériser notre parti. Ça a une influence dans le parti. D'où je pense qu'il est grand temps que les gens qui ont l'expérience et qui ont la compréhension de ces réalités puissent lever la voix pour aider le parti à sortir de ce chemin-là qui est destructif, qui paralyse le parti et qui peut mal servir même pour le pays. Donc ma raison d'être ici en Afrique du Sud et ici au Congo, c'est pouvoir maintenant lever la voix. D'ailleurs, avec la crise actuelle, que je dis d'ailleurs, ce n'est pas une crise actuelle, c'est une crise qui a commencé depuis longtemps. Nous avions observé cette crise. Alors nous voulons avoir un mot à dire pour aider le parti à se corriger et à entrer dans une trajectoire qui va aider le pays et qui va aider le parti lui-même à se renforcer en tant que parti au pouvoir. Ok, c'est bon. Alors, Vitobi, question-réponse. Bruno Katoupa, vous représentez la diaspora congolaise en Afrique du Sud. Quelle est la position
de la diaspora congolaise par rapport au changement de la Constitution? Un mot là-dessus. Bon, ça arrivera. Comme je l'ai dit, nous, en Afrique du Sud, on avait une compréhension peut-être, je peux dire un peu avancée, comme on dit, et en anglais, on pourrait dire early, c'est-à-dire on a compris les choses en avance et on commençait à agir déjà en avance par rapport au reste du pays, même par rapport aux autres diasporas. La raison pour laquelle nous, on s'était impliqués pour montrer un front commun des Congolais, parce que le danger que nous voyions, vous allez vous rappeler quand je vais en parler, pendant que j'en parle, on voyait qu'il y avait des menaces pour la balkanisation du pays. Et nous, en Afrique du Sud, plus que tout le monde, on se disait ça, c'était vraiment un danger. Il fallait persuader la communauté internationale, l'opinion internationale, surtout l'Afrique du Sud, qui est vraiment un passage pour la communauté internationale. Donc, vous voyez, les Sun City, toutes les guerres de la Congo, ça a été discuté en Afrique du Sud. Donc, étant là, moi, j'avais vu comme un grand privilège de vraiment exprimer l'opinion. 1+4 en Afrique du Sud. Tout, les bulletins de vote 2011 en Afrique du Sud. Tout était tout. Alors, c'était vraiment la place indiquée pour montrer que les Congolais, pour lancer le message que les Congolais sont unis, ils ne veulent pas de la division, de la balkanisation de notre pays. Alors, il fallait aller au-delà des partis politiques. Voilà le rôle que j'ai joué. Donc, je devais me faire violence et aller vers tout le monde, sans tenir compte. Donc, ensemble, MLC, UNC, UDPS, il fallait que je convainque tout le monde que pour donner un message clair à la communauté internationale que nous ne voulons pas de la balkanisation, nous, Congolais, nous sommes unis, il fallait un leader qui joue ce rôle. Et j'étais la personne qui était devant pour faire ça. Je l'ai fait avec beaucoup de difficultés parce que, vous savez, les combattants, avec l'esprit de combattant qu'on avait là, parce que malheureusement, je devais naviguer entre les deux, être combattant et puis jouer ce rôle-là, alors que les combattants ne voulaient pas que certains politiciens s'expriment. Et donc, j'étais vraiment dans une situation très délicate. Mais j'ai réussi tant bien que mal à m'en sortir et à me faire connaître en tant que tel. C'est ainsi que j'ai servi beaucoup comme, comment je peux dire, intermédiaire pour faciliter à beaucoup de leaders de s'exprimer en Afrique du Sud, alors que c'était difficile et presque impossible avec la présence des combattants. Vous voyez? Donc j'ai navigué vraiment ces eaux. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud se soutient les changements de la Constitution. Bon, là je dois faire, c'est ce que j'étais en train de dire, bon, que je revienne sur ce point en disant, au-delà de la prise de conscience de nous, les Congolais de l'Afrique du Sud, qu'il fallait faire passer le message que nous ne voulons pas de la balkanisation, qui avait des dangers, il fallait nous mettre ensemble. Nous avions aussi compris ceci, que la guerre de AFDR, c'était une guerre qui était menée contre l'indépendance et le renforcement de l'indépendance tel qu'exprimé à la conférence nationale en 1990. Donc, cette guerre-là de AFDR, c'était pour remettre en question les acquis de la conférence nationale et notre indépendance. Parce que la Belgique, qui ne voulait pas entendre d'un cadre économique et politique où il n'était pas vraiment en contrôle au Congo, ne voulait pas des résolutions de la conférence nationale, ne voulait pas d'un renforcement des acquis de la Deuxième République. Parce que Mobutu, bien qu'on peut le condamner dans certains aspects, il avait réussi à mettre le pays sur des bases juridiques et protéger le patrimoine national. Alors c'était un danger pour un problème pour la Belgique qui n'entendait pas les choses de cette façon-là, qui voulait continuer et remettre le pays sur les bases qu'il y avait avant l'indépendance, où ils contrôlaient toutes les choses de grandes sociétés comme la GECAMIN, où ils avaient presque 90%, et 10% l'État congolais partagé avec d'autres entités. Donc nous n'avons rien. Et vous savez, il y avait la tentative à l'époque que nous puissions aussi raffiner le cuivre
chez nous au Congo, il y avait le projet Objectif 1980, et au cœur de ce projet, en dehors d'autres grands projets, on voulait raffiner le cuivre à Kolwezi. Alors il y avait le projet de construction et de renforcement de la raffinerie de KTC à Kolwezi. En dehors d'autres projets comme avec Gécamine Développement, où on avait un élan pour commencer à faire le maïs chez nous, pour empêcher qu'on puisse importer le maïs de la Zambie, de Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Alors il y avait cet élan, cette relance agricole dans les années 80. Et ça avait connu un bon élan. Parce que les Congolais pouvaient cultiver et ils allaient à Gécamine Développement. On achetait cash, on leur donnait l'argent cash. Donc c'était un début de relance économique. Maintenant, il y a eu la guerre de 80 jours et de 60 jours. Parce que les Belges ne voulaient pas permettre cet élan économique et cette indépendance économique du Congo. Voilà, il y a eu 2 guerres avant, c'était dans le même objectif. Et la guerre de AFDEL, maintenant, l'objectif est allé plus loin parce qu'il y avait maintenant l'enjeu avec les cellulaires. Et le coltan était déjà découvert. Les Rwandais étant à la frontière avec le Kivu, il y avait le coltan. Et les Rwandais étant dans le secteur de l'information au Congo, parce qu'un des grands businessmen congolais, enfin rwandais congolais, à l'époque, qui était Miko, c'était le patron de Télécel. Oui. Donc ils avaient l'information sur le nouveau développement et les potentiels. Malheureusement, le peuple congolais en conférence ne connaissait pas ces enjeux. Donc, nous avons eu un coup d'État constitutionnel, cette guerre-là. Donc, on est venu nous faire un coup d'État pour nous empêcher d'adopter la constitution qu'on avait élaborée ou proposée à la conférence nationale. Donc, ça veut dire que cette constitution que nous avons aujourd'hui, c'est une constitution, c'est un coup d'État, ça vient d'un coup d'État. Okay. Et nous ne pouvons pas permettre de telles choses. Vous avez en droit une constitution étant un contrat entre le peuple et la nation. Vous voyez, dans les règles de contrat, si vous avez le consentement doit être libre. Mais quand vous avez un consentement qui est forcé, c'est-à-dire le contrat-là ne peut pas être valide. Donc c'est un contrat qui a été en dehors du reste, qui a été signé en dehors du reste, c'est-à-dire par la force. Donc il ne peut pas être valide. C'est un contrat invalide. Vous voyez, donc qui a des lacunes. C'est le cas avec le Congo. C'est-à-dire on a adopté cette constitution par la force des choses, la guerre qu'on nous a fait. Donc c'est un produit de la guerre. Parce que la guerre, c'était le complot pour nous arracher notre indépendance, pour qu'on redevienne à notre souveraineté, pour qu'on revienne à la situation avant l'indépendance. Donc, on est venu nous voler notre indépendance en mettant comme on a fait en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire le blanc contrôle tout et le noir devient un citoyen de seconde zone. Donc, on voulait faire des Congolais des citoyens de seconde zone en plaçant donc à la direction du pays, des étrangers qui sont des Rwandais, en prétendant que, bon, ils sont des Rwandais, bon, voilà, parce que les Rwandais ont vécu en tant que Rwandais chez nous, mais il y a des Rwandais qui sont nés chez nous, qui ont eu la nationalité congolaise, mais ça, c'était dans la minorité. Mais vouloir en faire une race ou une tribu supérieure et tout ça, qui devait tout diriger, voilà le complot raciste, comme celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Un complot du totalitarisme, de la suprématie blanche, caché sous l'appareil des Rwandais. Donc voilà le danger que nous vivons dans le pays. Donc il faut que nous prenions conscience donc, de ces enjeux-là. Et malheureusement, vous avez des courants comme les églises catholiques et tout ça. Comme c'était du temps de Kimbangu, voilà, nous vivons la même chose aujourd'hui, où vous aviez la chrétienté qui était en train de promouvoir le bien-être des Blancs. Qu'est-ce qui motive les gens qui sont contre le changement de la Constitution? Ils sont motivés par quoi? Bon, vous savez, cette motivation, c'est la motivation qui est semblable aux gens qui nous ont fait la guerre avec AFDEL. C'est-à-dire, quand nous étions en train de discuter à la conférence nationale, il y a des gens qui n'étaient pas contents et qui composaient avec les anciens colonisateurs. Malheureusement, nous avions quelqu'un comme Mosengo, mais qui était dans ce complot-là, bon, peut-être animé par un esprit tribal,
ou quoi, mais qui ont, c'est pas seulement un esprit tribal, c'est un esprit comme celui que je disais que le caractère de discrimination, d'exclusion que l'élite congolaise universitaire veut exercer par rapport aux autres classes de la société congolaise. Donc, il veut faire l'apanage, n'est-ce pas, de l'économie ou de la jouissance au pays. Alors, il se proclame comme ça, comme les gens qui sont le plus donc appelés à avoir un mot à dire dans la gestion du pays, en excluant l'autre cas. Or, vous ne pouvez pas parler d'un pays qui se développe si vous ne parlez pas de la classe ouvrière, parce que c'est elle qui développe le pays, c'est elle qui est vraiment au fourré et au moulin. Et on doit faire la balance. Il ne faut pas qu'une classe d'élite qui est là pour faire l'oppression sur les citoyens. C'est ce que nous vivons avec l'expérience aujourd'hui avec les magistrats, malheureusement. Vous savez, mon neveu, c'est un magistrat. Je pense qu'il ne va pas se mettre mal à l'aise par le magistrat là. Bon, alors, vous voyez cette classe d'élite-là qui joue un peu comme à la suprématie des Blancs et tout ça, et ils veulent exclure les autres. Ils pensent que maintenant, c'est la diriger le pays, c'est l'apanage de seule élite qui vient de l'université. Voilà le danger que nous avons. Moi, je crois que M. Bruno Katopa, vous avez beaucoup à dire. Ça dépendra que ça se passe sous forme de volume, le premier volume, deuxième, troisième. Le temps, l'heure, c'est l'heure. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Mais ça va se trouver. Je n'ai pas encore des choses à... Je n'ai pas encore dit je vais vous donner la parole. On n'a pas parlé de l'UDPS. Avec la vitesse de l'androïde, je crois qu'on ne fera pas plus d'une heure. Non, je suis d'accord. Les émissions qui durent un peu trop sont un peu fatigantes. Voilà. Avant de parler de la guerre de l'UDPS, juste un petit mot pendant une minute, s'il vous plaît. Tenez à l'heure. Pendant une minute, la gestion des Mouleba comme président de l'UDPS, Fédération de l'Afrique du Sud, et puis ambassadeur fidèle comme ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Comment vous trouvez leur leadership? Écoute, ça rival. Moi, j'ai eu un courant de pensée en Afrique du Sud. C'est pourquoi je suis ici, pour essayer de faire entendre ce courant de pensée. Je n'aime pas, dans les pensées qui ont animé mon organisation MCP, Mouvement Congo Paradis, Afrique Reconcile Spirit, je n'aime pas personnaliser le débat. Je veux un débat de fond où on relève le problème réel et le fond, les causes profondes qui font qu'une fédération ne marche pas, qui font qu'un parti politique ne marche pas, qui font que le pays ne marche pas. Si on s'attelle seulement aux individus, on va manquer le fond d'atteindre le fond du problème. Alors, cela étant dit, ça veut dire, je ne vais pas, moi, chercher à jeter des pierres contre la personne de Mouleba, ou contre la personne de Kabouya, ou contre la personne de qui que ce soit, mais je veux aller dans le fond en disant que est-ce que l'Afrique du Sud en tant que fédération, telle que nous l'envisageons, est-ce qu'elle a répondu à l'attente, aux enjeux pour aider le pays dans cette dispensation? Là, je dirais non. Vous voyez, je ne suis pas content. Mais est-ce que c'est la seule responsabilité de l'ambassadeur Moulaja ou bien de Mouleba qui sont, que les gens pourraient dire, bon, ils ne sont pas à la hauteur? Je dirais, mais peut-être le fond, le problème, il faut voir dans la politique extérieure du Congo. Parce que Moulaja, c'est un ambassadeur qui représente la philosophie et la politique des ministères des Affaires étrangères. Et bon, comment est-ce qu'il canalise? Quelle est la politique, l'approche de notre ministre des Affaires étrangères? Tout vient de là aussi. Alors maintenant, le ministre, ce n'est pas seulement le ministre. Donc, on doit avoir une politique de base, de fond, qui doit tenir compte du contexte politique du Congo et qui amène le Congolais vraiment à voir les choses, les enjeux, les dangers qui nous guettent. Parce que les dangers ici, le peuple congolais fait face à une extermination systématique dont on ne parle pas, que Abbé Chop Abongono ne cite jamais dans ses discours. Donc, il ne veut pas parler de l'extermination des Congolais, donc au Nord Kivu. Mais quand il va en Europe, il ne fait qu'attaquer son gouvernement et le président
Alors que nous savons que cette guerre là-bas est soutenue, financée par les gens chez qui il va accuser le président. On va y arriver. Donc, alors, vous comprenez vous-même que le chef de l'État Ayamba, la communauté, Belé n'a pas payé Belé Yakenda. Mais il n'a jamais reçu la communauté congolaise et Afrique du Sud dans une grande salle pour Asololana Baron. 2. Tout le monde gouvernement bimé. Il y a Ilon Kamba. Représentativité, il y a diaspora congolaise et Afrique du Sud, tout le monde y a voté. Tout le monde y a vraiment été dans le gouvernement, il n'y a pas ministre, aucun ministre, il n'y a pas conseiller, tout le monde y a vraiment été. Tout le monde a sous Sama 1, Sama 2. Vraiment, Afrique du Sud va se retrouver. Pendant qu'il y a moulage dans l'ambassade, il y a mouleba dans la politique. Alors, et 2, ne peuvent pas approcher les chefs, ou approcher chef hiérarchique d'ailleurs Kabouya ou Kabounda à l'époque, ou peut approcher Bokozi Mboka pour penser aussi na Afrique du Sud. C'est très important. Monsieur Bruno Katopa, à vous la parole. Dans moins d'une minute, au Botikala qui n'ont pour aborder un autre sujet. Sans rival, vous savez, avant les élections de 2018, ou même à l'époque de Etienne Tshisekedi, nous recevions le président Tshisekedi plusieurs fois à l'Afrique du Sud et nous avions des réunions publiques. Et c'est là le problème de nous. Même le président Félix, quand il est venu, nous l'avions reçu à l'université de Johannesburg. Donc, et c'est là que tout le monde était là. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a maintenant cette indifférence? Oui, c'est tout d'un coup. Bon, je crois que en tout cas, je m'excuse pour ça. Je pense que au niveau de la direction de l'UDPS, par exemple, hein, je ne dirais pas beaucoup avec l'ambassadeur, parce que chaque fois que le président est venu en Afrique du Sud, donc il a reçu le président au bas de l'avion. Il a entouré et il a organisé le séjour du président. Maintenant, c'est au niveau de la communauté et du parti UDPS. Je crois que le parti UDPS, malheureusement, dans sa configuration actuelle, ne pèse pas, n'attire pas l'attention du président. Il n'y a pas une carrure de cadre comme c'était à l'époque de la fédération passée. Docteur Van. Il n'y a plus de poids lourd. Pour votre exemple, je vous dis que moi, c'est depuis 6 mois que j'ai déposé mon indisponibilité. La démission? Non, pas la démission, mon indisponibilité. Parce que j'étais incapable même de servir le parti selon mon expérience et mes capacités que vous connaissez. Donc c'est devenu une histoire où les véritables potentiels, les qualités des personnes ne peuvent pas être exploitées à sa juste valeur. Et le président, quand il vient comme ça, il a de telles informations. Et il sait qu'il y a une discordance au niveau du parti. Ça n'encourage pas le président à venir vers vous. Donc il y a cette... mettons à côté l'ambassade, parce que l'ambassade reçoit le président, comme je venais de le dire. Mais j'ai dit, au niveau de l'UDPS, cette crise-là qu'on a connue, ce vide-là, continue. Donc il n'y a pas une carrure de leaders, de poids lourds dans la fédération qui peuvent forcer le président à venir nous voir. Non. Là, vous regrettez, docteur Vongo? Je ne regrette. Bon, écoutez, s'il faut dire les choses comme ça, c'est que la fédération du docteur Ovangwe à l'époque avait beaucoup de poids. Que la nôtre. Est-ce que c'est seulement la personne du docteur Moudeba? Je ne pense pas. Je pense que la composition en général et l'activité, notre posture, la façon dont nous nous présentons, est-ce qu'on a fait un programme qui peut vraiment attirer l'attention du président et même du parti? Non. On tourne alors. Donc, si cela devait se faire, bon, peut-être que les personnes comme nous qui pouvaient donner l'idée comment vraiment jouer pour qu'on puisse attirer l'attention. On vous donne la tête de l'UDPS, la fédération. On vous donne la fédération de l'UDPS. Je ne viens pas ici pour chercher. Vous allez remplacer Dr Mouleba. Mais je peux dire que si moi, avec mon expérience, il m'était donné de diriger cette fédération-là, on n'en serait pas à la situation qu'on est aujourd'hui. Eh bien, ainsi dit, M. Bruno Katopa. Mais ça arrive, je te coupe la parole. Moi, je n'ai jamais cherché à occuper une place dans
la structure. Ça, ce n'est pas un problème de conviction, mais c'est un problème de la compétence. Oui. Alors, comme on pourra dire à l'ère actuelle, le nef, c'est quelqu'un qui peut jouer bien les nefs dans l'équipe nationale, c'est un problème de compétence, c'est pas un problème. Il y a peut-être le numéro 7 dans Marca qui va bu. Ah bon? On ne peut pas me mettre dans la défense. Ça rival. 2011, oui. n'a marqué Babu. Ça, c'est 2018, ça n'a marqué Babu. Bon, alors, si on prend maintenant un tel joueur, on met dans l'équipe et puis on le met à la touche. On dit qu'il va jouer seulement en dernière minute. Chancel, mais c'est fini. La justice te dit, il y en aura. Et bien voilà, je crois que nous faisons la course au temps. Je n'ai pas été un petit joueur parce que même, je vous disais, avant Genève, la personne qui a été consultée en Afrique du Sud pour la négociation, c'est moi. Donc, je ne suis pas une personne moindre. Mais au lieu d'être exploité, l'UDPS a choisi de m'étouffer en me mettant dans la fédération et en ne me donnant pas la voix dans la direction du parti. Donc, donc on m'a amené là-bas pour m'écraser. Donc, bon, voilà. Adjudant-chef, je crois qu'il nous reste moins de 3 minutes. Nous devons respecter l'heure. Afrique du Sud, il y a docteur José Kongolo, Batunambongo, Soutena, Moka Makasi. Afrique du Sud, il y a ingénieur rebellé, il y a docteur rebellé. Afrique du Sud, où il soutena papa Etienne Tshisekedi en tout et pour tout, soins médicaux, Afrique du Sud, et soutena Fatih Makasi, Afrique du Sud, aux oubliettes. Ah, ça fait mal. Très mal. On n'a pas cette envergure. Et puis, ça, c'est le dernier mandat. Et on pourra croire. Au moins que l'Afrique du Sud va reconnaître. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, M. Bruno Katumpa. Quoi? Peut-être qu'on a tenu aux questions. Moi, maintenant, je vous donne la parole. Dites tout ce que vous aviez prévu à dire. On vous suit de partout. Je vous donne la parole. Écoute, sans rival, notre pays est en phase où d'une continuité de tragédie. Okay? Et malheureusement, le manque de maturité de nos leaders, comme c'était en 60, comme c'était en 1990 lors de la conférence nationale et lors de l'entrée de AFDR, le manque de maturité de nos leaders, hélas encore une fois, risque de nous faire rater l'élan dont on a besoin pour être un grand pays qui doit vivre vraiment avec ses moyens, une abondance des moyens que Dieu nous a donnés. Il est temps vraiment qu'on puisse interpeller la conscience des leaders congolais, de leur collectif, pour ne pas rentrer dans les faiblesses et les bassesses et les erreurs qui ont fait que le pays n'a pas émergé. Maintenant, moi, si je devrais parler, nous devons avoir une culture de dialogue permanente entre nous-mêmes. Pas l'habitude de toucher des télépierres comme je vois les leaders le font. Bayou a demandé un dialogue en venant après avoir été aux États-Unis. Notre dialogue ne peut pas être instigé par l'extérieur, mais ça doit être une implication, un devoir de chaque Congolais que si nous sommes divisés, nous avons des langages contradictoires, l'ennemi en profitera. Alors, c'est une obligation civique que le Congolais puisse à tout moment se concerter et parler. Et ce dialogue-là peut sauver le Congo, notre pays, de cette tragédie qui est exploitée à l'extérieur pour nous voler. Vous voyez, malheureusement, cette faiblesse-là est entretenue par des leaders qui ne se sont pas élevés au niveau d'une prise de conscience qui comprend la source de cette tragédie et qui veut y mettre fin. Malheureusement, ce sont des leaders qui sont chefs des grandes concessions religieuses, qui sont chefs des grands partis politiques, qui semblent être dans cette inconscience. Et cette interpellation va tout droit au peuple congolais de savoir quel genre de leaders nous avons à la tête dans l'opposition et dans les autres formes des autres plateformes qui
travaille pour, n'est-ce pas, l'intérêt de notre nation. Le peuple doit interroger. Et moi, je me rallie avec ce peuple-là pour venir interroger ce leader. Le changement constitutionnel, on ne devrait même pas en discuter. Cette constitution que nous avions, ça a été imposé par la guerre de Afdel pour nous arracher l'indépendance. Donc, pour sauver et protéger notre indépendance, nous ne pouvons pas garder une telle constitution imposée par l'instigation de la Belgique et des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui, pour avoir accès à nos richesses, nous l'ont imposé. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas encore pris l'importance de ce que le président Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi a dit, alors c'est une grande trahison pour la conscience et le bien-être collectif. Voilà ce que je peux dire. Merci, je crois que c'était votre mot de la fin. En tout cas, merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Restons tous unis, debout, soutenant notre chef et soutenant aussi le changement de la Constitution, car cela va de notre intérêt. Si jamais la Constitution est changée, je crois que ezali mukolo oyo ne bato balobaka soki baliaka soki ligoro do soki nini oyo babimaka makwanza te makwanza ya kolanda na nsima. Alors bandeko na lingala facile Constitution oyo mpona bolingo ya mboka na biso esengeli to changer yango. Ko changer constitution ezali na intérêt ya papa mokonzi mboka ye moko te, ezali na intérêt ya ba congolais nyonso et puis ba ekolo nyonso. On va se retrouver. Constitution oyo tozosalela lelo eza constitution pour la ya ba be oyo basala yango mpona intérêt ya banguna, intérêt ya bapaya. Bandeko bakosa bino te mutu mota ya kosa bino oh fachibo te ezali kamba fachi te boze kamba mboka fati akoleka kana ye mais constitution ekotikala. Alors eza richesse o fachi kuto azolinga tikela biso ya munene makasi koleka yango wana. Cette constitution il faut que ezala changer. Alors eza testament munene. Bandeko, c'est par là que toujours si ça masolo nabiso ya lelo. Merci Nabino Bozutan Yakola Nabiso. C'était le vôtre Bruno Katumpa Oizali volume 1, volume 2 Koya, 3, 4 puis Koya. Tokolanda en Afrique du Sud parce que semaine prochaine tous en voyage en Afrique du Sud. Tokolanda kosa la volume aussi en Afrique du Sud qui nota là. Bana encore merci beaucoup. À la prochaine.